Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. Alors d'où je vous parle, au départ je suis juste une personne concernée qui s'est intéressée au TDAH parce que j'étais en galère. Et donc suite à ça, comme il n'y avait pas beaucoup d'informations à l'époque sur le TDAH de l'adulte, j'ai fait beaucoup de recherches sur le sujet et j'ai été un peu obligée d'aller voir la littérature scientifique à l'époque, ce qui a donné naissance au site. Donc, vous avez des cartes qui sont présentes si vous voulez aller dessus, sur le TDAH de l'adulte, qui a été relu et validé par des professionnels. Donc vous pouvez consulter ce site en toute confiance. Alors j'imagine qu'il y a des personnes qui ont un TDAH parmi nous. Sachez que vous n'êtes pas obligé de prendre des notes dans le sens où il y a un guide qui est accessible et que je vous mettrai en QR code à la fin, qui reprend un peu tous les points qu'on va voir. Donc pourquoi je vous ai mis Dr House? Alors pour ceux qui connaissent, le Dr House, dans sa série, est un personnage haut en couleur, qui présente sans doute plusieurs troubles, mais dont le TDAH. Et j'ai trouvé que cette image était particulièrement parlante du regard dans le vide, dans la lune. Et qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle dans le TDAH le mode par défaut dans le cerveau qui va s'activer, c'est-à-dire que la vigilance va s'éteindre. Et donc ça donne un peu un regard vide comme ça. Alors tout le monde peut l'avoir, hein, mais le TDAH, c'est très très souvent. Donc un petit rappel sur le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité chez l'adulte. Donc c'est entre 2 et 3% à peu près. Et on a une forte hétérogénéité dans ce trouble. En fait, de façon sous-jacente, on a plusieurs sous-troubles, si je puis dire. On peut avoir des personnes qui vont être à deux opposés du spectre, avec des symptômes complètement noirs et blancs, selon les personnes. Donc on a la présentation qui s'appelle inattentive, avec des personnes justement dans la lune. On a la combinée, qui va combiner à la fois les problèmes d'attention, les problèmes d'impulsivité et d'hyperactivité, et le profil hyperactif pur, qui est finalement assez rare et qui va avoir moins d'inattention. En ce qui concerne le QI, on entend souvent dire oui, les personnes qui ont un TDAH, elles ont souvent un haut QI. Alors debunk, c'est pas vrai. Peut-être qu'il y a cette confusion parce que les personnes qui ont un haut QI vont plus avoir la disposition d'aller chercher de l'aide, d'aller se renseigner. Alors elles vont être plus diagnostiquées. En ce qui concerne les formes, à quoi ça peut ressembler? Eh bien oui, le TDAH, ça peut faire ressembler, ça peut être une personne léthargique sur son canapé, qui ne va pas bouger, qui ne va pas faire de sport. Donc oui, ça peut aussi ressembler à ça. Et on peut aussi avoir des personnes qui vont parler en continu, qu'on va avoir du mal à interrompre. Et à l'opposé, on a des personnes qui vont être carrément mutiques. Soit parce qu'on leur a tellement dit de se taire qu'elles auront un vrai traumatisme de ça, soit parce qu'elles savent qu'elles vont avoir du mal à organiser leurs idées, prendre la parole, et du coup, elles deviennent presque mutiques, quoi, mutisme sélectif. En ce qui concerne les troubles associés, les facteurs génétiques et environnementaux, ils sont très connexes, déjà avec tous les troubles du neurodéveloppement, donc autisme, DIS, troubles du développement intellectuel, mais aussi avec tous les troubles psychiatriques. Et plus on avance dans l'âge, si on n'a pas d'accompagnement, plus on va développer des troubles psychiatriques, donc qui peuvent aller, alors avec des terrains sous-jacents au départ, hein, qui vont aller du trouble bipolaire, trouble schizophrène, schizophrénie, des troubles de la personnalité qui vont se développer à cause des problématiques qui vont être rencontrées, qui n'auront pas été accompagnées. Donc le TDAH, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un problème de régulation, plus qu'un problème d'attention. Donc on va avoir des problèmes de régulation dans le cerveau sur à peu près toutes les fonctions. Toutes les fonctions vont être atteintes, donc ça va être soit des difficultés à se concentrer, à maintenir son attention, mais ça peut aussi provoquer
une attention extrêmement forte et extrêmement soutenue, qui va durer très longtemps, et qui va entraîner aussi une forme de fermeture, parce que la personne sera incapable en fait de prendre en compte son environnement et de pouvoir sortir de la tâche. C'est difficile à y entrer, c'est difficile d'en sortir. Et si quelqu'un vient perturber la personne à ce moment-là, elle peut être complètement irritable parce que c'est très dérangeant pour elle de switcher d'un mode à l'autre. C'est très compliqué. Et puis on va avoir des variations très grandes de motivation, d'énergie, une dysrégulation émotionnelle, des problèmes de sommeil, des pensées qui vont partir dans tous les sens et des problèmes de comportement. Tout ça, c'est de la régulation. Je vous ai mis quelques exemples un peu typiques qu'on va trouver dans les fictions. Donc on a évidemment le docteur Gregory House on a des TDAH qui peuvent avoir des troubles du comportement, voire antisocial. Donc on a quelqu'un de provocateur ici, qui va avoir des addictions et qui va être assez inadapté dans ses relations sociales. Un peu à l'opposé de ce profil, on a aussi des profils comme Hermione Granger, c'est-à-dire qu'ils vont tellement compenser, qu'ils vont tellement faire d'efforts, qu'ils vont avoir un trouble, ce qu'on appelle de la personnalité obsessionnelle compulsive. Et donc, ils vont vouloir que tout soit parfait, ils vont s'épuiser à la tâche pour tout calibrer, parce qu'ils vont en fait avoir de l'anxiété vis-à-vis de ce qu'ils vont avoir comme problématique, d'oubli récurrent, des problèmes d'organisation. Il y en a, ils vont complètement couvrir ces symptômes et même être considérés comme plus organisés que la moyenne, vraiment ne rien oublier. Ouais, c'est un peu mon profil, donc je sais de quoi je parle. Mais ça va vraiment entraîner une grosse fatigue. Donc on a aussi la famille Malcolm, qui est quand même un peu le b.a.-ba du TDAH, avec une famille qui présente justement un petit peu toutes les formes qu'on pourrait trouver. Donc on va parler de l'atteinte dans le TDAH des fonctions exécutives. Donc c'est vraiment tout ce qui est processus mentaux de contrôle qui vont justement coordonner et réguler les opérations dans le cerveau pour nous permettre d'atteindre des buts. Donc ça va réguler les comportements volontaires et c'est ce qui permet aussi d'organiser et d'orienter vers des objectifs. Donc entre autres ça va être inhiber des automatismes, s'adapter à une situation nouvelle, planifier une séquence d'actions et corriger ses erreurs en cours de route. Ça peut-être ça peut vous parler. Donc c'est le noyau principal des fonctions exécutives, c'est vraiment la fonction d'inhibition dans le cerveau, donc tout ce qui va être freiner ses impulsions, ses automatismes, même de penser, des concepts, de résister aux distractions internes et externes. Tout ce qui est aussi mémoire de travail, donc garder et manipuler des informations en tête, ce qui peut d'ailleurs entraîner des confusions avec les troubles 10, parce qu'en fait c'est assez voisin dans l'expression des symptômes à l'école. Donc ça, je vous renverrai vers une conférence en ligne qui parle plus précisément de ça. Donc avoir la mémoire courte et remplacer les informations, les actualiser par des plus récentes, tout ça, ça va être des problématiques récurrentes. Et important, on a la flexibilité cognitive. Alors qu'est-ce que c'est ? Ça va être de changer de stratégie en cours de route. Par exemple, je vais essayer d'ouvrir mon yaourt, et j'ai la mauvaise technique parce que je suis allée trop vite, mais je vais insister, et je vais surtout pas juste prendre du recul et chercher à voir comment je peux trouver une meilleure solution. Voilà. Et ça va être aussi passer d'une tâche ou d'une règle à une autre. Par exemple, dans un jeu de société, par exemple. Les fonctions exécutives dans les études supérieures, qu'est-ce que ça va entraîner ? Ça va être le grand classique, finir et rendre son devoir au dernier moment. On l'a fait toute la nuit, avec une nuit blanche, ou en retard, parce qu'on n'aura pas réussi à avoir de pression suffisante avant pour pouvoir se mettre à la tâche. Ça va être des difficultés à intégrer des nouveaux concepts.
si évidemment l'intérêt n'est pas là. Parce que si l'intérêt est là, au contraire, ça peut être extrêmement performant. Ça va être bloqué sur des consignes qui vont être ambiguës. C'est du mal justement à avoir la flexibilité mentale de pouvoir prendre en compte plusieurs significations différentes. Et ça va être vouloir explorer trop d'options ou de sujets pour un mémoire, par exemple, et de se disperser. Moi, j'ai loupé une année comme ça. Voilà. Ignorer aussi par où débuter une tâche pour tout ce qui est long terme. Donc, c'est comme si on avait toutes les tâches en mémoire de travail et que ça les traite simultanément. Donc, vous imaginez bien que c'est trop pour une personne et que du coup, elle va juste laisser la tâche en blanc. Et puis, ça va être décrocher systématiquement son attention pendant un cours qui va nous intéresser modérément. Mais du coup, ça va plomber les études globales parce qu'on aura des zéros et puis de l'autre côté des 20 selon notre intérêt. Ça va être aussi rater des informations essentielles, soit dans la lecture d'un devoir, mais aussi pendant les écoutes, pendant les notes dans la classe, et faire massivement des erreurs d'inattention. Et puis même faire des hors-sujets en n'ayant pas le recul nécessaire sur un travail, parce que, encore une fois, on aura insisté sur « Ok, j'ai lu ça, j'ai compris ça, on va pas le relire, et on va foncer droit dans une direction, et on n'aura pas réussi à se remettre en question, actualiser sa pensée, voilà, s'adapter. » Alors c'est moins connu, ça c'est plutôt connu pour l'autisme, mais en fait c'est tout aussi présent dans le TDAH, c'est tout ce qui est spécificité sensorielle. Donc ça va être une réponse amplifiée ou au contraire diminuée par rapport à la moyenne aux stimuli sensoriels, et ça va entraîner un stress qui va être assez important avec des réactions qui peuvent être parfois déroutantes pour les autres personnes. Donc prenons l'exemple de la sensorialité au niveau visuel. Donc on va avoir des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles à de la lumière vive et des stimuli visuels intenses. Au niveau auditif, on va avoir un seuil de tolérance au bruit qui va être très bas en général, ou au contraire, on va se mettre de la musique à fond dans les oreilles jusqu'à avoir des problèmes d'audition. On va aussi avoir des personnes qui vont avoir des problèmes d'intolérance à tout ce qui est tactile et à certaines textures, même au niveau de la nourriture. Des spécificités au niveau olfactif aussi, c'est possible, avec des seuils de tolérance très bas aux odeurs qui vont être très envahissantes, ou au contraire un besoin de se stimuler par des odeurs très très fortes. Gustatif, forte sensibilité aux saveurs ou aux textures alimentaires, ce qui fait que la personne soit va manger tout le temps la même chose, soit on peut avoir des gros problèmes d'ordre de comportement alimentaire dans le TDAH dû à ces spécificités. Et on a aussi des troubles vestibulaires, donc dans l'équilibre et dans le mouvement, et proprioceptifs avec souvent une faible conscience de son propre corps, de ses propres sensations, de la sensation de faim par exemple. On va oublier de manger, pas seulement parce qu'on sera bloqué dans une tâche, mais aussi parce qu'on sera incapable de ressentir les signaux du corps. Oui, inversement, hyposensorialité. Alors, les symptômes qui accompagnent souvent le TDAH, c'est des difficultés à dormir, des difficultés sociales, des difficultés alimentaires. Comme on en parlait, hyperfocus, c'est d'être trop concentré sur une tâche au point d'en devenir irritable ou de s'épuiser. Ça va être aussi possiblement des colères, de la susceptibilité, beaucoup d'anxiété. Ils peuvent aussi avoir des profils de harceleurs, mais plus généralement de personnes harcelées. Donc parfois on a des duos comme ça de personnes qui ont un TDAH et qui vont être harceleurs-harcelés, c'est-à-dire soit ils vont le faire les deux, soit on va avoir le harceleur qui va avoir un TDAH et puis le harcelé qui va aussi avoir un TDAH. Et on retrouve donc forcément des difficultés scolaires. On a aussi un lien génétique avec les tics, le syndrome de Gilles de la Tourette aussi, les troubles 10, les troubles du comportement. Alors attention, ça peut être confondu aussi avec beaucoup d'autres troubles.
autant on peut les partager, les combiner, mais aussi on peut les confondre. Donc en premier lieu, moi je dirais l'autisme. C'est ce qu'on confond le plus parce que c'est celui avec lequel il y a plus de ressemblances. Les troubles 10, le trouble bipolaire, parce qu'avec ses variations d'humeur, le TDAH aussi, ça varie beaucoup. On peut avoir des hauts et des bas, donc ça peut être compliqué à distinguer. Le trouble obsessionnel compulsif, les troubles du comportement, dépression, anxiété, phobie sociale. En fait, tous ces troubles partagent des problématiques d'attention et peuvent avoir une certaine nervosité et de l'agitation motrice. Alors oui, je vous ai fait un petit condensé sur les ressemblances avec l'autisme. Donc c'est d'abord être peu conscient des sentiments des autres, du mal à se projeter. On va être très centré sur soi parce qu'en fait, il y a déjà tellement de choses à traiter dans le cerveau. On est complètement accaparé par ce qu'on a à gérer en fait dans notre cerveau. Et donc des compétences aussi sociales réduites parce qu'on va aller moins chercher les signaux non-verbaux chez les personnes en face. On peut être aussi parfois très solitaire et très discret parce que rejeté dans la lune. On peut avoir des difficultés avec le second degré, comme on en a parlé, des difficultés à identifier l'ambiguïté qu'il peut y avoir derrière les mots et à réactualiser ou à imaginer d'autres hypothèses. Des difficultés à comprendre et à ressentir ses émotions. Elles vont être très fortes, très envahissantes, se mêler les unes aux autres. Hypo et hyper et réactivité sensorielle, donc ça c'est comme dans l'autisme. Les personnes aussi peuvent fuir le regard des autres parce qu'ils vont être sans arrêt distraits et que pour se concentrer ça va être difficile en fait de fixer quelqu'un dans les yeux parce qu'il y a une certaine intensité à regarder quelqu'un dans le regard et qui peut nous faire perdre le fil. Et on peut retrouver des comportements répétés et stéréotypés. On peut aussi avoir des personnes avec un TDAH qui vont avoir un intérêt obsessionnel qu'elles vont creuser de différentes manières, de façon très approfondie. Et elles ont aussi des problèmes à ressentir et décrire leurs problèmes physiologiques. Alors, en ce qui concerne l'identité diagnostique, qui est quand même un grand débat aujourd'hui, donc là, c'est un peu mon opinion personnelle parce qu'il n'y a pas de règles autour de ça. Donc c'est chacun perçoit comme il le souhaite. Moi, j'estime qu'il ne faut pas le confondre avec son identité propre. Pourquoi ? Parce que d'abord, l'identité diagnostique aujourd'hui, elle est moins stigmatisante. Elle l'est encore beaucoup, je ne dis pas. Mais elle est moins stigmatisante et le TDAH et l'autisme, ils sont moins stigmatisants que les troubles psychiatriques. Résultat, les prises en charge, elles vont parfois être incomplètes parce qu'on ne va pas forcément être très content d'apprendre qu'à côté de ça, on a un trouble bipolaire. Et ça peut entraîner des prises en charge partielles, voire inadaptées. Et ça va aussi renforcer la stigmatisation des troubles psychiatriques. Parce qu'on a des personnes qui vont dire « Oui, mais moi, on m'a diagnostiqué de la schizophrénie alors qu'en fait c'était un TDAH. » Et comme si c'était finalement scandaleux, comme si c'était très mal finalement qu'on ait dit qu'ils étaient qu'ils aient une schizophrénie, alors qu'en fait, pourquoi on stigmatiserait plus la schizophrénie ? C'est juste aussi une différence. Il y a aussi un risque à s'investir identitairement dans les diagnostics, c'est que quand on s'identifie à un diagnostic, ça peut aussi fragiliser l'estime de soi, alors pas sur le moment directement, mais à long terme. Parce qu'on va avoir une déstabilisation de l'identité lorsque les classifications diagnostiques vont changer. C'est ce qui est arrivé avec l'autisme et le trouble, ce qu'on appelait le syndrome d'Asperger. Il y avait des personnes qui étaient très attachées à ce terme comme une identité et qui se sont un peu rebellées quand le terme a été changé parce que tout était construit pour eux autour de ce terme. Idem, si un diagnostic est finalement erroné, et qu'on se rend compte que c'en est un autre, si on a investi de façon identitaire un diagnostic, tout est déstabilisé en fait. Donc ça peut être aussi une problématique. Et puis, c'est pas la réalité, les diagnostics. Alors je vais m'expliquer. Ce ne sont pas des entités réelles. On va y venir. L'histoire de la psychiatrie, c'est d'abord classifier des gens de façon statistique
pour les prises en charge. Et en fait, dans le cerveau, aujourd'hui, quel que soit le trouble psychiatrique, on ne trouve pas de biomarqueurs spécifiques. Aujourd'hui, on a le mouvement de la psychiatrie de précision, les premiers résultats, en fait, c'est que par exemple, on va avoir une personne avec un trouble bipolaire, pour qui le traitement va fonctionner, et puis on va avoir une personne avec une schizophrénie, et le traitement ne va pas fonctionner. Par contre, on va lui donner le traitement du trouble bipolaire, et ça va fonctionner. Et inversement. Et en fait, c'est comme ça pour tous les troubles. C'est-à-dire que ce qu'on voit de façon clinique à l'extérieur, des symptômes et des comportements, ça ne traduit pas forcément ce qu'il se passe à l'intérieur du cerveau. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, je vais vous décrire un petit peu les étapes du diagnostic. Si vous êtes donc, étudiant ou vous accompagnez un ou une étudiante. Donc, c'est d'abord la première phase, on passe par le médecin généraliste qui va faire une préévaluation et qui va lui écrire un courrier pour le spécialiste, pour l'adresser. En deuxième, alors on ne voit pas de neuropsychologue forcément, c'est pas ce qui est recommandé, parce que au test neuropsy, une personne avec un TDAH peut en fait surperformer. Pourquoi ? Parce qu'elle va avoir la pression ou l'excitation en fait de passer parce que c'est comme des petits jeux, et elle va être surmobilisée sur la tâche sur le moment, et puis juste après elle va s'effondrer, quoi. Mais du coup, c'est pas un test diagnostique aujourd'hui qui est validé. Ça peut vous donner des informations sur votre fonctionnement, mais c'est tout. Donc on passe par un psychiatre ou un neurologue, mais ils sont moins souvent formés, avec donc une évaluation diagnostique qui va être uniquement clinique, c'est-à-dire que vous allez raconter vos difficultés, raconter votre parcours, et après ça, on va juger si ça peut être intéressant de vous proposer le traitement médicamenteux. Alors pourquoi je parle en premier de ça ? C'est parce que c'est la première intention quand on est adulte. Parce que en termes de thérapie derrière qu'on peut suivre, elles ne vont être efficaces que et surtout dans le cadre où la personne aura un traitement médicamenteux et pourra mobiliser ses compétences pour pouvoir s'adapter à des nouvelles stratégies. Donc, où je vous ai mis rapidement où il était possible de rencontrer ces psychiatres. Vous retrouverez ça aussi dans le livret. Donc, comme je disais, le médicament pour le TDAH, c'est la première intention chez l'adulte, ce qui ne veut pas dire que c'est obligatoire. C'est chacun décide comme il veut. Mais il faut savoir qu'il est souvent très bénéfique. C'est le plus efficace des médicaments en psychiatrie, pour vous dire. Avec des effets qui vont être immédiats, c'est pas comme un antidépresseur où on attend 2 semaines, et une possibilité d'arrêt sans sevrage. Il y a des personnes qui les prennent uniquement les jours où ils vont avoir vraiment besoin de solliciter leur attention, je sais pas moi, pour remplir leurs impôts par exemple. Et puis voilà, ça reste un choix. Chaque personne elle a un contexte unique, elle a un environnement qui peut être favorable à un moment donné, puis plus à un autre. Mais les avantages du traitement sur le long terme, il y en a. Donc ça réduit entre autres les risques d'accident, les traumatismes physiques, les MST, les dépressions, les addictions. C'est très préventif. Je rappelle que ce n'est pas une drogue. Et évidemment, on peut toujours avoir des détournements avec quelqu'un qui va écraser par exemple le médicament et en prendre trop pour avoir des petits effets intéressants. Mais ce n'est pas ce qui est montré dans la littérature. Les gens ne détournent pas tellement leurs médicaments, voire ça leur permet d'arrêter d'autres addictions. Et puis, ça favorise l'équilibre psychique et physiologique parce que ça donne accès à ses fonctions exécutives et donc à une meilleure adaptation, moins de souffrance, moins de fatigue. Et ça peut donc renforcer l'estime de soi et l'emprise sur les choix, sur sa vie. Donc un peu les différents médicaments qu'on a pour le TDAH. Donc Ritaline, Quasim, Medikinet, Concerta, c'est tous la même molécule, mais c'est très important quand on prend le médicament d'en tester plusieurs. Parce que chaque personne peut réagir très différemment à la façon dont le médicament va se libérer dans le corps et être absorbé. Donc on va avoir des personnes qui vont avoir des gros effets secondaires sur une de ces formes, et puis aucun bénéfice. Et puis sur une autre,
tous les bénéfices et aucun effet secondaire. Donc c'est vraiment très important de pouvoir tester plusieurs médicaments pour trouver celui qui est le plus adapté. En termes de bénéfices, qu'est-ce qu'on peut en attendre? Ça va être davantage de concentration, plus de facilité à se lancer dans des tâches, moins de fatigue du coup, des meilleures interactions sociales qui vont être plus satisfaisantes et globalement une meilleure santé. Et puis en termes d'effets secondaires, alors si on prend le médicament en continu, ils vont normalement s'estomper au bout de peut-être quelques semaines, un mois. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi de le prendre en continu. Et il y a des personnes donc, qui peuvent avoir des palpitations au début, la bouche sèche, des nausées, des vertiges, des pertes de poids et d'appétit, et un sommeil altéré. Après, il y a tout un tas de petites choses à savoir sur comment s'adapter autour du traitement aussi, pour qu'il fonctionne au mieux, pour qu'on ait le moins d'effets indésirables. Donc là, je vais bientôt mettre en ligne une application que je dis de pharmaco-psychoéducation, avec des petits conseils, tout ce qu'il faut savoir sur le médicament du TDAH. Et bon, comme c'est pour des TDAH, on n'a pas à lire bêtement les choses. Ça va être une notification par jour avec 2 phrases, juste pour intégrer les nouvelles informations. J'ai pas parlé du Xurta, qui est le nouveau médicament qui est arrivé, qui n'est pas encore remboursé, qui est donc de la lisdexamphétamine. Et même si elle met amphétamine dedans, je vous rassure, c'est pas une drogue, et qui peut avoir globalement moins d'effets secondaires et plus d'efficacité chez certaines personnes. Donc en ce qui concerne les accompagnements plus spécifiques à côté du traitement, d'abord on a la psychoéducation, c'est-à-dire comprendre le fonctionnement. Ça nous permet de nous déculpabiliser en fait, de toutes les difficultés qu'on a pu rencontrer. Et puis de mieux se comprendre, ça permet aussi de mieux s'adapter. On a aussi les cours d'habileté sociale, ça peut être intéressant pour certaines personnes parce qu'elles auront été un peu ostracisées et elles n'auront pas eu la place finalement de pouvoir développer leurs compétences sociales. Donc parfois il y a des choses un peu à rattraper qui peuvent les aider. Et puis la thérapie comportementale et cognitive qui est pour l'instant la seule validée officiellement pour le TDAH. Donc, qu'est-ce que c'est la thérapie cognitive et comportementale? Donc, ça va être quelque chose de très concret. On va se focaliser sur une de vos problématiques et la personne va vous aider à trouver des stratégies, des façons de comprendre comment c'est déclenché, identifier les déclencheurs et vous proposer des alternatives de comment répondre à ces déclencheurs. Ce qui est très très bénéfique, je vous le recommande. Et puis on a aussi aménager son environnement. Donc ça par exemple, ça va être aussi le travail des ergothérapeutes qui vont par exemple venir chez vous et identifier les points de friction dans votre quotidien, ce qui va permettre de réduire des sentiments de frustration et aussi de la fatigue, de la perte de papier important, de vos clés. Donc ça, il y a plein de petites stratégies à mettre en place chez vous ou au travail pour maximiser l'énergie, On a la remédiation cognitive, mais ça c'est plutôt quand même chez les enfants. Et puis on a les groupes de parole qui vont permettre aussi de se rendre compte que on n'est pas tout seul, qu'on a rencontré aussi beaucoup de difficultés en commun, et ça peut faire beaucoup de bien d'avoir des personnes à qui parler et qui nous comprennent. Alors en ce qui concerne les accompagnements spécifiques dans les études supérieures, donc là pareil, vous aurez tout dans le livret. Donc on a le plan d'accompagnement de l'étudiant. Donc ça va être un document qui va être interne à l'établissement et qui va lister vos aménagements dans le cadre des études et aussi dans le cadre des examens. Donc ça va être, en guise d'exemple, je vous donne, ça va être des consignes qui vont devoir être simplifiées, avoir plus de temps, un placement particulier dans la classe, peut-être qu'il faut être au premier rang, peut-être qu'il faut être au dernier rang, si on a beaucoup d'hyperactivité, qu'on puisse se lever sans déranger la classe. En ce qui concerne, il y a bien sûr Atypie Friendly, qui a donc un programme d'inclusion avec des accompagnements, des adaptations pédagogiques,
qui a aussi un rôle d'orientation et d'insertion. On a aussi donc, les aménagements d'examen et de concours. Ouais, ça se répète un peu là. Du temps supplémentaire, peut-être une salle à part, un sujet plus adapté, du matériel spécifique. Donc on a tout un tas de petites choses qui peuvent être mises en place. Et puis on a ce qu'on appelle le RSE, le régime spécial d'études, qui va permettre d'adapter votre scolarité sans forcément changer le diplôme. Donc, par exemple avec des dispenses ponctuelles d'assiduité, un étalement plus grand sur l'année pour pouvoir remplir ses obligations. Voilà, du tutorat, quelqu'un qui va aider pour la prise de notes ou des aménagements d'horaire. Alors ça, c'est des petits conseils, pareil, un peu perso, que je vous transmets, c'est comment en parler autour de soi. Comment on va sensibiliser, mais sans braquer les gens. Parce que j'imagine que parmi vous, s'il y en a qui ont un TDAH et qui ont essayé d'en parler autour de soi, ça peut être très compliqué. Donc souvent on va entendre le TDAH c'est à la mode, tu n'as pas de TDAH. Et moi ce que j'aime bien faire, c'est aller dans leur sens d'abord, en premier. Et c'est de leur dire, je reconnais. Je reconnais que oui, c'est une mode, on en entend beaucoup parler, il y en a beaucoup sur les réseaux sociaux qui aiment bien se montrer, et il y a beaucoup aussi d'autodiagnostics qui sont erronés, hein. Donc à cause des réseaux sociaux. Mais après, dans un deuxième temps, on va expliquer. On va expliquer, ceux qui s'arrêtent à l'autodiagnostic, bon, ça veut dire qu'ils ne vont pas chercher d'aide. Donc ils ne ressentent pas le besoin d'aide. Et là, vous expliquez que c'est vous vous sentez en difficulté. Vous avez besoin d'aide et vous souhaitez la solliciter. C'est tout à votre honneur, finalement. Tout le monde, quand il a besoin d'aide, va la chercher. Et puis, c'est aussi rester ouvert. C'est-à-dire que tant que le diagnostic, en tout cas, n'est pas posé, vous-même, vous ne pouvez pas être sûr et vous pouvez l'expliciter. Comme ça, la personne, elle ne va pas se braquer non plus. Et vous allez faire des démarches pour savoir si c'est ça ou autre chose. Alors aussi, il y a une petite technique, c'est parler de ces difficultés concrètes, isolément et de façon contextuelle. Donc on a des personnes qui vont dire « Ah, tu parles plus que du TDAH, arrête de tout ramener à ça ». Et donc, on va essayer de respecter un peu leur point de vue, parce que sinon on va se retrouver face à de la réactance. Donc, il y a effectivement des personnes qui vont juste se braquer en entendant le mot TDAH, quoi. Et il ne faut pas leur en vouloir, parce que chacun avance à son rythme. On a même pu être à leur place, si ça se trouve, avant. Donc, il ne faut pas tout de suite se dire « Ah, c'est vraiment, ils n'ont rien compris ». Non, ça prend du temps, en fait, d'intégrer des nouvelles informations. Et puis, on peut être un peu plus précis. On peut expliquer de façon séparée quand un événement arrive, quand une difficulté arrive, vous expliquez uniquement la difficulté, parce que le TDAH, c'est un gros morceau, hein. À expliquer, c'est compliqué. Donc si à un moment donné, je sais pas moi, vous avez des difficultés à faire la cuisine, parce que vous oubliez votre casserole sur le feu, ou ce genre de choses, vous pouvez dire « Ah là, j'ai du mal à faire la cuisine, parce que... Mais vous voyez, vous pouvez être très concret. Et ça, c'est ce qui va aider aussi les personnes à pouvoir se mettre à votre place. Parce qu'elles aussi, tout le monde rencontre des difficultés. Si vous commencez finalement à leur dire « Moi, mes difficultés, c'est vraiment... voilà », et elles vont se braquer en fait. Elles vont dire « Oui, mais moi aussi ». Enfin, vous avez sans doute déjà entendu ça. Et il faut se dire que elles ont peut-être des difficultés plus fortes que nous dans d'autres domaines. Donc il faut plutôt les inclure dans la conversation. Et puis, ne pas forcer, c'est-à-dire que si une personne elle est vraiment réfractaire, n'utilisez pas des termes pour vous différencier de cette personne, parce que là, ça va créer un mur qu'elle a déjà bâti. Donc le rôle aussi, ça va être d'aborder le sujet par d'autres biais, avec d'autres termes. Parce que c'est comme ça en fait qu'on sensibilise, hein, c'est pas en violentant les gens.
C'est vraiment en faisant preuve aussi d'empathie de notre côté, même si on n'en a pas eu beaucoup. Pour la développer chez les autres, il faut pouvoir se relier à eux. Il faut pouvoir faire appel à leur propre expérience. C'est le prochain point, rattacher ses expériences à celles de son interlocuteur. Donc, oui, mais moi aussi, j'ai du mal, tout le monde a des difficultés. Donc, ce qui fonctionne le mieux, c'est on donne un ancrage à la propre expérience de son interlocuteur. On va chercher les difficultés de la personne en face. Donc, on la questionne. Toi, c'est quoi tes difficultés? Là, elle se sent intégrée dans la conversation. Donc voilà. Elle a pu aussi traverser des difficultés et elle peut aussi avoir besoin d'aide sur certains aspects. Ça peut être complètement différent de cognitif, ça peut être physio, ce que vous voulez. Et puis, attention, on va avoir des interlocuteurs autour de nous qui peuvent avoir un TDAH, qui ne le savent pas et qui détestent entendre le mot TDAH. Et en fait, c'est aussi ce qui peut amener de la rigidité cognitive en face. Donc, il peut y avoir même des personnes qui ont subi dans leur enfance beaucoup de négation de leur vécu et de leur ressenti. Et en fait, ils vont avoir même une réaction de rejet de leurs propres difficultés. Et ça va créer des conversations très complexes. Et donc, moi, ce que je vous recommande, c'est soyez patient, soyez empathique avec ces personnes. C'est comme ça qu'elles vous renverront de l'empathie. Donc une petite ressource, c'est l'application Diversity qui a été développée par le Centre d'excellence iMind. Donc ça recense, pour l'instant c'est que à Lyon, mais ça va tendre à s'élargir. Donc c'est un peu une map qui va vous présenter tous les établissements qui ont mis en place des aménagements et qui se sont engagés donc, à vraiment prendre en compte, se former et accueillir des personnes avec des troubles du neurodéveloppement. Donc vous pouvez choisir les choses dont vous avez besoin plus spécifiquement. Vous avez des filtres, par exemple, moi je suis sensible au bruit, et puis vous aurez la carte de tous les établissements qui auront mis en place des choses pour la sensibilité au bruit. En termes de ressources, donc voilà, là vous avez le QR code avec le guide, avec tous les aménagements, toutes les informations, voilà. Et puis vous avez d'autres outils en ligne, un peu plus spécifiques. Donc voilà, pareil, je vous laisse le QR code. Moi, je voulais savoir, est-ce que le fait d'avoir le TDAH, ça peut être un frein pour exercer certains métiers? Ou une fois qu'on est dans le métier, il y a des aides, par exemple, si on veut faire de la médecine ou de la recherche? Alors ça, c'est une question intéressante qui est un peu en cours de sujet, d'actualité, parce que il y a certains métiers très spécifiques où si l'employeur, la structure est au courant du TDAH, vous pouvez aujourd'hui ne plus pouvoir exercer votre métier. Je crois que c'est le cas, il me semble, dans l'armée. Plus récemment, là, j'ai un exemple aussi à la SNCF pour la conduite de train. Malgré que la personne même prenne son traitement, le fait qu'il y ait qu'il y ait peu d'informations en fait sur le sujet, fait que des fois ils sont obligés de prendre des responsabilités parce qu'ils n'ont pas l'information en fait. Donc c'est en cours de développement hein, finalement. Voilà, c'est notre rôle aussi de sensibiliser les entreprises. Et puis d'un autre côté, effectivement, il y en a qui font des aménagements. Alors ça débute, hein, c'est un peu lent. Mais si vous avez par exemple fait une demande de RQTH auprès de la MDPH, donc c'est quoi ces acronymes torture là? La RQTH, donc la reconnaissance de qualité de travailleurs handicapés. Donc ça c'est une demande à faire spécifique. Et je vous avoue que c'est compliqué pour le TDAH, hein. Mais une fois que vous l'avez, vous la donnez aux ressources humaines et vous avez le droit à à des aménagements spécifiques. Après, est-ce qu'ils sont mis en place ou pas? Aujourd'hui, c'est parfois compliqué pour certaines personnes. Mais on peut aller aussi vers les associations patients qui peuvent nous aider à sensibiliser, à faire des interventions en entreprise. Voilà, ça peut être utile. Go. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, je fais partie des personnes qui ont été diagnostiquées très tardivement.
comme beaucoup de gens, enfin voilà, actuellement. Heu, Moi, je rebondis sur ce que tu viens de dire par rapport au MDPH, RQTH, où déjà il y a 6 mois au moins de délai d'attente, et cetera, le temps t que le dossier soit traité et je voulais savoir, donc vous, vous me conseillez plutôt de le faire et ensuite pas sûr qu'on doive enfin, pas sûr que notre entreprise, en fait, s'adapte. Sachant que les moyens, des fois, sont pas forcément, futuristes. Ça parle, des fois juste d'un bureau assis debout, heu, à préconiser des fois des horaires adaptés quand il y a des moments, un peu, «charrette», on va dire, entre guillemets, dans l'année, et ça, bon, voilà. Donc en tout cas, vous préconisez vraiment de faire le dossier, le DPH, RQTH et cetera? Je vais expliquer aussi pourquoi, parce que j'ai eu une information de l'assistante sociale justement il y a pas longtemps. C'est qu'en fait, si vous avez le nombre d'années où vous avez la RQTH, dans votre travail, va vous ouvrir des droits en fait une fois à la retraite. Donc vous allez avoir des compensations financières par rapport à ça. Donc c'est quoi qu'il en soit, même si vous n'avez pas des aménagements, ça peut être bénéfique. Après, mais ça tend à évoluer, hein, les entreprises, se forment, enfin, c'est très voilà, c'est très lent, hein. En France, on est souvent les derniers, mais on a des personnes très investies, qui forment les entreprises. Je voulais simplement ajouter une petite, information supplémentaire. La RQTH donne des droits qui sont opposables. C'est-à-dire que, le, votre, patron est obligé d'appliquer ça ou il peut aller au tribunal. Alors que les aménagements raisonnables qui sont faits dans un autre contexte, c'est de la bonne volonté et là, ça peut être plus discutable. Donc, je rejoins, c'est intéressant d'avoir la RQTH pour ça, pour les droits opposables. Bonjour, merci pour, toutes ces explications autour du TDAH. J'ai par rapport au RQTH, il y a aujourd'hui pas mal de personnes qui essayent de faire les démarches RQTH, mais derrière, au niveau des entreprises, certaines entreprises refusent de recruter sous RQTH. J'ai eu des collègues de travail qui justement avaient des grosses difficultés à trouver, un emploi juste en étant RQTH. Mais c'est pour des problèmes, juste pour porter des douleurs, musculaires, donc c'est même pas d'ordre TDAH. Et aussi j'ai une autre question, par rapport aux aides, post-bac, donc pour les étudiants, heu, est-ce que c alors on est dans une grande université, donc certaines choses, peuvent bouger. Mais dans des petits établissements scolaires, qui proposent des, études post-bac, comme des lycées, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être mises en place ou ça reste quand même très complexe à être faite, en fait? Parce que je suis prise dans une école qui est un peu perdue au milieu de la Haute-Garonne et je sais même pas si, je peux en parler, très honnêtement, du TDAH ou même de troubles neurodéveloppementaux. Alors, sur les 2 questions, peut-être sur le premier point, à savoir, évidemment que lorsqu'on bénéficie d'une RQTH, on n'est pas tenu d'en parler à son patron ou à l'organisme qui nous recrute, hein. Par contre, alors on invite les gens à le faire parce que ça ouvre une discussion et puis on sait où on met les pieds, enfin bon, ça ouvre un dialogue. Mais vous n'êtes pas dans l'obligation de le faire. Par contre, dans l'autre sens, ça vous protège. Donc effectivement, pour, les endroits où il y aurait des soucis, où on sent que peut-être si je le mentionne, ça peut me valoir discrimination, en tête très concrètement, sachez que vous n'êtes pas obligé d'en parler. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, sur la Haute-Garonne, et l'affectation, donc en lycée, par exemple. Alors effectivement, les aménagements, sont mis en place, au niveau universitaire, mais les lycées, donc notamment pour les BTS et pas que, sont aussi tenus de mettre en place des aménagements. Il y a le même fonctionnement et donc vous devez alors normalement, dans chaque établissement de l'enseignement supérieur et secondaire, il y a une personne, soit un bureau handicap, soit quand ce sont des tout petits établissements, normalement, il doit y avoir une personne dédiée. Donc ça, c'est un premier point et vous avez tout à fait le droit aux mêmes aménagements, du tiers-temps,
enfin selon ce que va vous préconiser le médecin, mais c'est un droit et vous en avez besoin pour être, avec bon, je vais pas dire à l'égalité, je vais dire à équité avec les autres et donc vraiment, passez pas à côté et normalement vous avez une personne référente. Ouais, j'allais dire la même chose en fait, sur le fait que vous êtes pas obligé d'en parler. Voilà, personne n'a même besoin d'être au courant, du handicap spécifique en plus que vous avez si vous avez des aménagements et moi vu le contexte actuel, j'éviterais d'en parler. Après vous sentez bien, hein, la politique de l'entreprise elle-même, si elle est plutôt orientée sur le handicap ou pas du tout. Voilà, faut un peu s'ajuster aussi en fonction de ça. Donc moi, je me présente, je m'appelle Lassa Ajat, je suis, chargée d'orientation et d'insertion professionnelle au SOA. Donc nous, on accompagne les étudiants en situation de handicap sur leurs projets d'orientation et notamment, en effet, la question de quel métier je peux faire, quand j'ai tel ou tel trouble. Donc quand, l'étudiant, bah, nous en parle, bah, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye d'approfondir le projet avec l'étudiant, de voir aussi, d'un point de vue, exploratoire, les métiers, quels sont finalement les besoins de ce métier et est-ce que si j'ai un trouble, est-ce que je peux quand même répondre aux besoins du métier et quels sont les aménagements, qui peuvent être faits en effet, sur, certains métiers. Donc nous, on part du principe qu'on explore tout, voilà et après c'est à l'étudiant de prendre sa décision sur est-ce que j'ai envie de m'engager dans telle ou telle voie, en fonction, du coup de ce qu'il va trouver comme information. Merci en tout cas Nassera du coup pour, l'explication du travail que vous faites au SOA sur l'insertion et l'orientation. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à la table ronde? Juste moi, donc je travaille à l'école normale supérieure de Lyon, je suis chargé de mission handicap et je travaille avec les personnels et les étudiants et je voulais rebondir sur la stratégie. Effectivement, les RQTH, c'est un outil que vous avez, que vous pouvez vous donner, mais après, ben, vous êtes tributaire des compétences qu'il y a en face de vous, hein. Si vous êtes, c'est pas pour parler de la Haute-Garonne, ça marcherait pour la Loire aussi, mais si vous êtes dans une école, vous avez des gens qui ont juste un nom, parce que légalement, il faut qu'il y ait un référent handicap, donc on dit: «Bah, tiens Michel, tu veux pas être référent handicap?» Bah, vous allez pas forcément avoir, les compétences en face et inversement, vous allez avoir des endroits, y compris en Haute-Garonne, où vous aurez des compétences très fortes, des gens qui sont concernés là-bas, donc qui ont un proche qui est concerné, beaucoup d'écoute, beaucoup de mise en œuvre. Donc il y a pas de choses qui sont, assurées. Par contre, les RQTH, si vous l'avez, vous la donnez ou pas en fonction de ce que vous allez évaluer. Typiquement dans le public, vous avez des gens en fait qui sont recrutés. Une fois qu'ils sont recrutés, ils vont poser leur RQTH, ils vont faire valoir des choses parce qu'ils se sentent en force, parce qu'ils ont un CDI, parce que enfin bref, voilà. Donc en fait, c'est vraiment une stratégie, qui peut se réactualiser en permanence en fonction des contextes. C'est ça que je voulais dire et puis l'RQTH, elle permet de rendre visible un moment. C'est-à-dire que ça fait tiers dans la discussion. C'est pas une lubie, c'est pas un truc non, il y a eu un parcours qui a été fait pour l'obtenir, donc ça peut valider une parole, l'appui. Merci Thibaut. Puis, je complète aussi sur le fait des fois d'anticiper. On a parlé des délais, pour obtenir aussi la RQTH. Donc c'est pour ça que souvent, parfois, on motive aussi les étudiants des fois à être dans cette démarche-là, parce qu'effectivement, cet outil, on l'a et on le sort finalement aussi quand on en a besoin. Donc c'est pas parce qu'on fait la RQTH qu'on voilà, on est obligé de transmettre le document. Donc faut pas hésiter aussi à anticiper parce qu'on a parlé du monde du travail, mais il y a aussi les stages et les alternances. Bonjour, alors moi c'est Michel et je suis chargée de mission handicap à Lyon, hein. Et ce que je voudrais rajouter par rapport à ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a des emplois qui sont réservés pour les personnes en situation de handicap. Donc ça s'appelle les BOE, premièrement. Et deuxièmement, pour les étudiants, il y a des bourses de thèse qui sont réservées pour des étudiants qui ont une RQTH. Et donc c'est là que peut venir l'avantage d'anticiper, comme tu disais, Héloïse, parce que de préparer sa RQTH quand on a un diagnostic, donc en amont, eh bien, ça peut permettre à des étudiants d'avoir, donc il y a donc c'est un canal spécifique qui peut permettre en fait d'avoir des bourses dans ce cadre-là. Je fais très court, mais quand même, le recrutement par la voie bénéficiaire de l'obligation d'emploi, vous êtes en concurrence qu'avec des gens qui sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi, donc ils sont moins nombreux. Par contre, vous êtes en concurrence, hein. C'est pas vous arrivez, vous posez le papier et vous rentrez, hein. Et la deuxième chose, c'est que si vous demandez une bourse de thèse,
les bourses du ministère, elles sont très, très peu nombreuses par rapport au nombre de demandes d'étudiants qui ont des RQTH. Donc c'est une voie qui s'ajoute aux autres. Il faut faire toutes les autres pour avoir sa bourse de thèse et celle-là en plus et elle est pas assurée. Et donc il y a pas de poste réservé, mais simplement des concours qui sont réservés à une catégorie de personnes qui sont les bénéficiaires. À Lyon 1, il y a eu 2 postes BOE, il y avait qu'un seul candidat à chaque fois. Et pour les bourses RQTH, Lyon a relimité 8 candidatures. On sait qu'on en aura une à Lyon 1. Oui, effectivement, après, c'est un bon point. Ouais, toujours en réponse sur ces échanges-là, un exemple concret, qui est peut-être un peu moins positif, dans la foulée de alors c'était pas un diagnostic de TDA, c'était un diagnostic de TSA, mais dans la foulée de son diagnostic, on a fait pour mon fils qui avait, à peu près 19 ans, une demande de RQTH, heu, qu'on n'a pas bien ficelée parce que, on savait pas trop ce qu'on demandait vis-à-vis de sa situation, dans le supérieur à ce moment-là et donc elle a été refusée, parce que, ça ne l'empêchait pas de trouver un travail puisqu'il n'en cherchait pas encore, il faisait des études, il avait déjà été pris et cetera. Donc tout ça pour dire qu'il faut aussi peut-être réfléchir au moment où on fait la demande, à ce qu'on veut et enfin de choisir le moment en fonction de ce qu'on veut demander et d'ajuster, les éléments, pour que ce soit pertinent dans la démarche. Et donc peut-être que dans certains cas, ça vaut le coup de la demander 3 ans après, heu, pour, être efficace et correspondre à un vrai besoin. Ma question concerne, les activités physiques et le TDAH. C'est par rapport à, je viens de finir mon diplôme en enseignant, d'activités physiques adaptées et je voulais savoir s'il y avait, un bénéfice spécifique à faire de l'activité physique ou plutôt inversement, des choses auxquelles il faut faire très attention comme, les sports, comme l'escalade, on va dire, où il y a une vigilance à avoir, je sais pas. Donc oui, 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 il y a des bénéfices à faire de l'activité physique. Il me semble qu'il y avait même une étude qui expliquait que c'était comme avoir un cachet de Ritaline. Mais évidemment, ça ne dure que quelques heures. Mais oui, oui, complètement. Bah, de toute façon, tout ce qui est bénéfice pour les autres est bénéfice pour nous aussi. Et pour les sports, alors justement, les sports comme l'escalade et les sports qui peuvent demander énormément de concentration ou qui peuvent présenter des risques, bah, c'est là où on va trouver le plus de personnes qui ont un TDAH en fait. Et qui vont être suffisamment passionnées, stimulées ou avoir vraiment besoin de recruter leur attention et être là, ce qu'ils n'ont pas l'habitude et c'est ce qu'ils vont chercher justement dans ce genre de sport et d'activité. Donc non, a priori, je dirais pas que alors bien sûr, ils peuvent avoir plus d'accidents, hein, mais hem, bah, je ne dérecommanderais pas, aucun sport. Ils peuvent même être plus performants que la moyenne, hein. On en a beaucoup, chez les sportifs de haut niveau aussi. On a vu, hein, aux JO, on en a plusieurs. Donc ça peut être aussi un avantage dans ce cadre-là. Eh bien, merci beaucoup pour tous ces échanges très riches. On va passer à la table ronde.